Donc, on va commencer. Je vais donner la parole à Clémence Lemarec et Fabien Besançon pour ouvrir la réunion. Celle ou celui des deux qui voudra démarrer. Et je reprendrai la parole juste après pour une diapo avant de céder la parole à Laurent. C'est parti. Docteur Besançon, vous souhaitez démarrer? Je vous laisse la parole, Clémence. Ok. Bon, non, quand même, je vous laisse Bon. l'honneur. Vous nous faites l'honneur de votre présence ce soir, donc on en profite. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous d'être connectés à ce webinaire qu'on co-organise avec l'Inter-CPTS 91 et la CEPAM de l'Essonne. De votre participation donc, sur ce sujet qui est important. L'avantage du format de ce soir, c'est qu'on va à la fois avoir le regard de professionnels de santé, d'acteurs aussi de terrain et de toutes vos questions du quotidien sur ce sujet-là, ainsi que la présentation de l'assurance maladie et en particulier de Laurent Couture qui est là ce soir, qui est le référent e-santé de la Caisse. On n'aura peut-être pas réponse à toutes vos questions, mais si c'est le cas, on tâchera d'y répondre ultérieurement et de vous diffuser ces éléments-là. C'est un format qu'on teste pour la première fois ce soir avec quelques thématiques qu'on a sélectionnées et dans l'objectif d'organiser d'autres soirées un peu sous ce format-là avec d'autres thèmes, avec une fréquence régulière, a priori tous les trimestres. Mais voilà, c'est une première, donc on ajustera aussi en fonction des retours de la soirée de ce soir. C'est donc une soirée qu'on a organisée avec les CPTS de l'Essonne, avec 8 d'entre elles, pour aussi souligner le rôle clé des CPTS sur le numérique en santé, à la fois parce qu'elles réunissent plusieurs professions de santé, elles ont des missions sur les parcours, sur l'accompagnement des professionnels de santé, sur la qualité des soins, et donc le numérique contribue aussi à toutes ces missions. On va également donc évoquer ce soir le cadre de la stratégie nationale engagée en 2019, Ma Santé 2022, où l'État a doté tous les Français d'un espace numérique sécurisé, a souhaité aussi que chaque Français soit autonome dans son parcours de soins avec un certain nombre d'informations qui le suivent tout au long de son parcours et auprès des différents établissements et professionnels de santé, dans l'objectif de favoriser la coordination, mais c'est aussi un objectif à destination des professionnels de santé, des établissements de santé, qui va continuer de se déployer progressivement en 2023-2024 avec une montée en charge aussi progressive. On a des moyens financiers uniques et importants qui sont sur cette stratégie nationale avec une négociation au niveau national auprès des éditeurs de logiciels pour aussi s'assurer de la conformité de certains critères, dont celui de l'ergonomie. L'objectif, c'est aussi vraiment de rendre la vie plus facile aux professionnels de santé et aux patients, tout en respectant des critères de sécurité et de confidentialité des données. Donc, on se situe aujourd'hui dans un contexte post-crise sanitaire où on a à la fois donné un coup de pouce aux usages numériques, mais on a aussi vu à travers cette crise le retard et les fragilités importantes de notre système. On les voit encore récemment avec les différentes cyberattaques qui ont lieu sur notre territoire. Et donc, c'est vraiment un sujet important. Et en tout cas, merci d'avoir pris du temps ce soir pour assister à ce webinaire et qui s'inscrit aussi dans la continuité, la complémentarité des actions qui sont déjà menées sur le territoire, les accompagnements qu'on peut mener au niveau de l'assurance maladie, mais également avec l'ensemble des partenaires qui agissent sur ce sujet. Je vous souhaite donc une bonne soirée et des bons échanges. Merci Madame Lemarec.
Donc, bon, je me présente, moi je suis Fabien Pesançon, je suis médecin généraliste à Aigri, juste à côté d'Arpajon, et je suis le président de la CPTS Curaçao. Avec Marc, effectivement, Marc Daclin, qui reprendra la parole juste après, on avait réfléchi à ces webinaires, et c'est vrai qu'on avait envie d'organiser ça en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Je pense que vous avez déjà vu plus ou moins passer des webinaires qui étaient proposés récemment sur le numérique en santé. Là, l'idée, en organisant ça conjointement entre CPTS et Caisse d'assurance maladie, c'était d'avoir l'expertise de l'assurance maladie, mais également d'avoir une sélection des sujets par les professionnels de santé, puisque le numérique en santé, c'est quelque chose qui reste quand même très, très vaste, avec un programme, des choses qui vont être mises en place de façon progressive, et tout n'est pas mis en place dès maintenant, tout ne va pas l'être tout de suite. Il y a des choses que vous commencez à voir apparaître, et donc l'idée, c'était que en co-organisant ça, on puisse prendre les choses les unes derrière les autres de façon très concrète, en apportant un peu les questions que peuvent avoir les professionnels de santé et que la Caisse primaire d'assurance maladie puisse y répondre. Donc, enfin, je pense que vous avez tous vu le programme, mais ce soir, on va parler de l'identifiant numérique en santé. On va parler de la ICPS, que je pense tout le monde connaît maintenant, surtout depuis la vaccination Covid. On parlera d'ordonnance numérique et puis un petit peu de expertise également pour voir des choses qui sont très concrètes et qui vont pouvoir nous aider au quotidien dans notre pratique. Marc, tu voulais reprendre la parole? Oui, juste pour vous dire que quand on fait un webinaire comme ça, il y a quelques règles très simples qui permettent d'être à peu près organisé là-dessus. Donc, vérifier que son micro est bien coupé, poser ses questions dans le chat, en fait, exclusivement. On essaiera de les reprendre. Lever la main pour intervenir à l'oral, et à ce moment-là, Fabien donnera la parole aux uns ou aux autres. Et c'est comme ça que le webinaire va se dérouler pour le mieux. Et donc, je propose de donner la parole à Laurent pour continuer à dérouler son diaporama. C'est à toi. Merci Marc. Juste avant que Laurent peut-être commence, je rebondis sur ce que vient de dire Marc. L'idée, c'est vraiment, alors évidemment, on va éviter de prendre la parole tous les uns en même temps, les uns que les autres, pendant les interventions de Laurent. Mais l'idée, c'est quand même qu'on réponde aux questions de tout le monde. Donc, il faut que ça reste interactif. Donc, on va se prévoir des temps à la fin de chaque sujet ou même pendant le sujet pour vous interroger, savoir si vous avez des questions. L'idée, c'est vraiment que vous les posiez. On a 1 heure devant nous, on a 4 sujets à traiter. L'idée, c'est qu'on arrive quand même à traiter les 4 sujets en 1 heure pour que ceux qui ont bloqué vraiment 1 heure puissent avoir eu un aperçu. Et après, on pourra poursuivre un peu les échanges si certains ont des questions complémentaires. Laurent, je te passe la parole. Merci Fabien. Alors, sur la vue d'après, donc, on a un petit peu effleuré le sujet. C'est des sujets en fait qui ont été demandés par les CPTS. Ce n'est pas nous qui avons porté ces sujets-là. On est évidemment conscient que le Ségur du numérique, c'est l'actualité. Donc, on était tout à fait d'accord et on trouvait ça pertinent de présenter. Donc, on va faire l'identifiant national de santé, l'ordonnance numérique, la ICPS et la téléexpertise par Fabien. Alors, sur la vue d'après, donc, je vais compléter simplement. Alors, sur le Ségur du numérique, on va parler du cadre général, du financement et des éléments de calendrier. Sur la vue d'après, donc je vais compléter les propos de Clémence Lemarec, c'est-à-dire que c'est un financement, le Ségur, qui vise un peu à rattraper le retard national sur le partage des données de santé qu'on a pu avoir en France, en permettant aux professionnels de santé de disposer de services qui sont interopérables. Interopérables, ça veut dire qu'ils sont en capacité de communiquer entre eux, qui parlent le même langage, pour permettre aux patients de devenir aussi acteurs de sa santé. Et c'est à ce titre-là qu'est arrivé Mon Espace Santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d'une version conseillée de son parcours de soins. Alors, des moyens historiques, effectivement, on est sur 2 millions qui ont été versés par l'État, alors sur une période de 3 ans sur le monde hospitalier et la médecine de ville, et puis 600 millions sur 3 ans, sur 5 ans, sur les ESMS. Avec une idée de la marche à franchir pour l'instant. Enfin, l'année dernière, en début d'année, on était à 10 millions de données échangées. On veut passer à 250 millions, c'est-à-dire 25 fois plus. Donc, sur la vue d'après, je vous ai présenté un petit peu, le Ségur, c'est tout simplement une accélération de la feuille de route du numérique en santé. Alors, comment cela se traduit? Ça se traduit par donc, un cadre d'interopérabilité qui est partagé et qui est concrétisé par la mise en place de logiciels qu'on appellera référencés Ségur. Donc, un logiciel référencé Ségur intégrera nativement
un certain nombre d'exigences techniques et fonctionnelles. On parle de l'ergonomie qu'a parlé Clémence, pour permettre de fluidifier et sécuriser les échanges et le partage d'informations. Là, vous avez à droite, à gauche, 4 référentiels socles, enfin 4 services socles par contre, qui sont Mon Espace Santé et la messagerie citoyenne. Alors, Mon Espace Santé, c'est la plateforme que vous connaissez, qui est arrivée en juillet. Et la messagerie de santé citoyenne, c'est l'équivalent de votre messagerie de santé sécurisée qui va permettre d'échanger des données avec votre patient de manière sécurisée via justement son INS et sur la plateforme Mon Espace Santé. Les référentiels à droite, l'INS et ProSanté Connect, on les verra dans la présentation d'après. Sur la vue d'après, on a, donc là concrètement, on est sur le financement. Donc, ce sont des mesures incitatives pour l'attribution de financement. Donc, on a 2 types de financement qui sont prévus, qui sont forfaitaires, qui sont conventionnels. Donc, un financement à l'équipement qu'on appelle le SONES, c'est-à-dire système ouvert et non sélectif, qui est versé, c'est un versement qui est directement versé donc à l'éditeur de logiciel, qui aura développé ce logiciel, cette version Ségur, et qui sera proposé à ses clients. Donc, ça veut dire que l'éditeur va passer un parcours de référencement de sa solution Ségur, qui va faire valider par le CNDA. Le CNDA, c'est le Centre national de dépôt et d'agrément, et qui va proposer à ses clients. À ce compte-là, il va, dans un premier temps, proposer un bon de commande et qui va faire signer à ses clients. Et dans un deuxième temps, il faudra qu'il fasse l'installation. Alors, on est sur plusieurs couloirs. On fonctionne par couloir. Le couloir, c'est médecine de ville, les médecins, les radiologues, les pharmaciens, les laboratoires, le couloir établissement, le couloir ESNS. Il y a plusieurs couloirs. Les paramédicaux, le couloir des paramédicaux interviendront en 2023. Donc, pour l'instant, on n'a que les 4 premiers couloirs que je viens de vous donner qui sont mis en place. Et puis, il y aura des financements à l'atteinte d'usage cible, c'est-à-dire l'atteinte d'usage d'indicateurs. Alors, je vais vous donner des exemples qui sont concrets, qui sont actuels pour les médecins. On leur demandera d'alimenter en 2023 20% des DMP des patients ou avoir par exemple 5% d'utilisation de ce qu'on appelle la e-carte vitale, c'est-à-dire la dématérialisation de la carte vitale, ou 50% d'utilisation de l'ordonnance numérique qu'on verra après. Donc, chaque dispositif SONES est indépendant. Ça veut dire que c'est des accords conventionnels entre donc, la profession et la CNAM qui va donc donner ces indicateurs d'usage. Sur la vue d'après, je vous ai mis, alors là, elle est un peu lourde, on est simplement sur ce que finance l'État, tout simplement. Donc, ce qui est inclus dans la prestation Ségur. Donc, ce qui est inclus, c'est bien sûr l'installation et la configuration de la mise à jour par l'éditeur de logiciel, les droits d'utilisation et la maintenance corrective, le suivi du projet, la mise à disposition de documents à l'aide de prise en main, la portabilité des données, très important. Et ce que finance pas donc, le logiciel référencé Ségur, ça serait le rattrapage d'une version qu'on va dire vétuste. Vous n'avez pas la dernière mise à jour de votre logiciel et vous devez faire un rattrapage. Et bon, ça, l'éditeur peut vous le facturer, il a le droit de vous le facturer, ce n'est pas une obligation, mais il peut le faire. Et les coûts associés à un changement complet de logiciel, si par exemple vous avez voilà, un ordinateur qui est vétuste lui aussi, et il faut le remplacer ou un lecteur. Il faut savoir que la prestation Ségur est une prestation autonome. Ça veut dire qu'il ne peut pas vous facturer quelque chose en sus en fait, de cette prestation. Donc, je vous ai mis, on vous partagera bien évidemment le diaporama, mais vous avez les liens en fait sur le Cézanne et sur les 6 en fait, ils sont en bas dans les liens, qui vous permettront en fait de vérifier en fait que le bon de commande que vous signez avec votre éditeur, il est conforme finalement. Il n'y a pas de surprise à avoir et on va dire qu'il est normal si vous avez un reste à charge. Donc, si vous voulez vérifier effectivement cela, notamment je pense aux paramédicaux, et bien dans ces cas-là, il faudra effectivement envoyer au Cézanne ou à votre correspondant informatique service de la CEPAM votre bon de commande, votre devis, pour savoir si c'est correct. Sur la vue d'après, on a des éléments de calendrier. Donc, la première étape, c'est effectivement vérifier que son logiciel est conforme, il est référencé Ségur. Donc, sur les couloirs que je vous ai dit, donc laboratoire, médecine de ville, radiologie, officine, celui-ci s'est terminé au 30 novembre. C'est-à-dire que les éditeurs de logiciels avaient jusqu'au 30 novembre pour proposer un logiciel référencé Ségur. Si ça n'a pas été fait, si votre éditeur de logiciel n'a pas été référencé Ségur dans ce laps de temps-là, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'aura pas la subvention étatique, mais il pourra tout à fait se faire référencer sur l'année 2023, puisque conventionnellement, sur le forfait structure, sur la ROSP officine, vous avez effectivement une obligation à avoir un logiciel référencé Ségur en fin 2023.
Donc, pour ceux qui n'ont pas un logiciel référencé Ségur, pas d'inquiétude. Vous pouvez toujours avoir un logiciel référencé Ségur. Il y aura peut-être un reste à charge. Ça sera à voir avec votre éditeur de logiciel. Mais il pourra effectivement candidater à une autre fenêtre. Donc, la commande, on valide le devis. Hein, là, c'est avec l'éditeur de logiciel. Hein, ça se fait en dématérialisé. On signe le bon de commande. On planifie effectivement avec son éditeur de logiciel l'installation du logiciel référencé Ségur. Donc, chaque éditeur de logiciel est responsable de cette planification. Par contre, il a une date butoir hein, pour ceux qui sont dans le SONES, c'est-à-dire qu'il a jusqu'au 30 avril 2023, pour ces 4 couloirs que j'ai donnés là, pour effectivement installer la nouvelle version. Pour les paramédicaux, encore une fois, nous sommes en cours de négociation, donc ça interviendra en 2023. Et la validation du bon de commande de fonctionnement, on va demander des traces et preuves en fait, à l'éditeur, comme quoi le logiciel a bien été implanté et il est fonctionnel. Vous avez toujours en bas les 2 liens. Voilà. Après, on a prévu un petit temps d'échange sur les principes que je viens de vous donner. Ah, Fabien, tu as coupé ton micro. Y a-t-il des questions? Merci, Laurent. Donc, effectivement, sur ce premier volet du financement, est-ce que vous avez des questions ou... Alors, n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main si vous êtes plusieurs à intervenir. J'ai une question, moi, vis-à-vis des parcours sur Entracte. Est-ce qu'on peut imaginer que l'intégration d'un patient dans un parcours qui est sur Entracte vaut pour les 20% de la cible pour les médecins généralistes sur l'ENS? Non, parce qu'en fait, les 20%, l'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple qui est concret, c'est dans le forfait structure des médecins. On leur demande d'alimenter en fait le dossier médical de leurs patients de 20% de leur patientèle. Alors concrètement, pour un médecin, on leur demande d'alimenter surtout le volet de synthèse médicale, puisque c'est là où c'est le plus important pour nous. Et il a un objectif avec un forfait one-shot je ne me rappelle plus, de 3 200 € pour 50% de sa patientèle qu'il va inscrire en VSM dans le dossier de ses patients. Donc non, en fait, là, on est vraiment, quand je vous dis l'alimentation, on est sur l'alimentation du dossier médical dans mon espace santé. Là, ce n'est pas de la coordination via un autre outil de coordination. L'outil de coordination MES s'impose finalement à tout le monde par rapport à ces conventions-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On a Laurence qui nous pose une question. Que deviendra notre messagerie sécurisée ApiCrypt avec laquelle nous recevons les résultats de biologie? Elle sera toujours active, c'est-à-dire que la version ApiCrypt en version V2 est compatible effectivement dans mon espace santé. Et dans l'annuaire santé, ça veut dire que vous pouvez tout à fait échanger avec une version ApiCrypt en V2. Par contre, il va falloir passer en V2 et accepter effectivement d'être vu par ceux qui utilisent une version non pas ApiCrypt, mais une messagerie qui utilise un autre cryptage, notamment la messagerie Mélis en fait. Donc c'est tout à fait compatible, hein, c'est tout à fait interopérable en fait. Quand tu dis compatible, tu disais compatible avec quoi? Avec l'espace numérique en santé du patient, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que alors dans le forfait structure, il faut savoir que ApiCrypt est quelque chose de très très utilisé par les médecins. Donc quand on est en version V2, déjà, ça veut dire qu'on a le forfait structure parce qu'on a une version V2 d'ApiCrypt. Et la version V2 d'ApiCrypt permet d'échanger des données entre professionnels de santé qui ne sont pas équipés d'ApiCrypt, mais qui ont la messagerie Mélis en fait. Et permet bien évidemment d'échanger avec son patient, mais on échange avec son patient sur la messagerie citoyenne via mon espace santé en fait. Sophie a une question. Oui, j'ai une question. Bonsoir. Ma question, est de savoir, j'ai bien compris que pour 2023, les médecins auront l'obligation d'alimenter 20% du DMP avec leur logiciel agréé Ségur. Et pour 2022, je n'ai pas compris combien il fallait qu'on alimente. Alors là, je vous ai donné des exemples. Hein. Je n'ai pas été dans le détail, effectivement, des indicateurs optionnels. Ça, c'est des indicateurs optionnels du forfait structure, ce que je vous ai donné là. En 2022, il n'y a pas d'indicateur optionnel sur l'alimentation de DMP. Il est en 2023. C'est que 2023 et 20%. Oui. C'est énorme, 20%. Hein.
Alors, c'est les chiffres qui ont été négociés avec les instances représentatives. On est à 20% sur le DMP, 50% l'utilisation de l'ordonnance numérique et on est à 5%, je crois, sur l'utilisation de l'appli carte vitale. D'accord. Ben, merci. Et on est à combien sur le volet médical de synthèse? Alors, le forfait médical de synthèse, on vous demande, alors c'est un forfait qui est one shot, vous avez jusqu'au 30 juin 2023 pour alimenter 50% de votre patientèle en ALD. Et si vous faites jusqu'à 90%, vous avez la somme qui est doublée. Par contre, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 1800 et 3200 euros, je crois. Mais je vous le confirmerai. Hein. Est-ce que le volet médical de synthèse, c'est pas la même chose que l'alimentation du DMP? Si, tout à fait. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on demande en fait aux médecins parce que dans le volet de synthèse médicale, vous avez toutes les informations médicales importantes de votre patient et ça contribue bien sûr à l'alimentation. Hein. Vous pouvez déposer une ordonnance, évidemment, hein, c'est tout à fait possible, mais vous pouvez aussi déposer le VSM. Et le VSM, en général, on le dépose sur des instants clés de la vie d'un patient. D'accord. Donc là, dès maintenant, on peut commencer à mettre le volet de synthèse médicale dans les DMP des patients. Oui, et fortement. ça commence à compter faire tourner le compteur, quoi. Complètement. En fait, vous avez du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2023. Okay. Et comment est-ce que la caisse, elle sait que c'est un VSM qu'on a déposé? Enfin, il y a une case spéciale à cocher quand on le dépose, le VSM? Pour que ce soit reconnu comme étant le VSM et que ça coche plus 1 dans le compteur? Oui, alors c'est-à-dire que si vous passez par votre logiciel qui est référencé Ségur, vous allez déposer le VSM et nous, on va savoir que le docteur Martin, par exemple, il a déposé un VSM pour le patient Dupont. Cette comptabilisation, par contre, moi, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, hein, bien sûr. Non, bien sûr. Mais il y aura un décompte qui sera fait par rapport à ça, effectivement. Oui, c'est pas un vulgaire PDF qu'on va déposer, quoi. C'est vraiment c'est une fonctionnalité spécifique, volet médical de synthèse, et c'est identifié comme tel au moment où on le fait. Exactement, et il va se déposer dans mon espace santé, dans la rubrique adéquate. Parce que dans mon espace santé, vous avez à peu près 9 rubriques, dont donc une rubrique médicale sur le volet de synthèse médicale. Après, c'est le logiciel qui le génère, volet de synthèse médicale, sur les éléments importants. Ça, c'est... Oui, parce que dans les débuts du DMP, en fait, c'était des PDF qu'on déposait quoi, quand on voulait l'alimenter. C'est pour ça qu'il y a une évolution par rapport à ça. Quoi, maintenant. Ils sont souvent même en données structurées. Alors, quand vous les déposez en données structurées, vous avez 20% d'augmentation en plus du financement, mais ils sont quand même souvent en données structurées quand vous avez un logiciel référencé Ségur. C'est de la donnée intelligente qu'on appelle ça. D'accord. Une question de Christine. Christine avait une question. Oui. Ah, elle a demandé la parole. Elle lève la main, du coup, je pense qu'elle veut la poser à l'oral. Oui, en fait, oui. C'est un petit peu la même chose, mais c'est juste pour le Mélis Santé, c'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit dans la messagerie sécurisée, est-ce qu'il y a aussi moyen de le déposer directement? Est-ce que dans ces cas-là, ce sera aussi une donnée structurée ou des PDF? Est-ce qu'il y a une lecture directe? Quelle est la correspondance entre les deux? Parce qu'on reçoit beaucoup de choses comme ça. Et ou est-ce que ça sera séparé du volet médical de synthèse? Est-ce que les dépôts de compte rendu sont aussi comptés comme une alimentation ou pas? Alors, et comment est-ce qu'il faudra faire? Alors, tous les dépôts sont comptés comme une alimentation, hein. Tous. Vous alimentez en données de santé, ça sera compté comme une alimentation. Mélis peut ou pas s'interfacer avec votre logiciel, puisque Mélis est une messagerie qui est free, hein, gratuite, et qui n'est pas forcément adossé à ce qu'on appelle un client lourd de messagerie. Un client lourd de messagerie, c'est par exemple Outlook. Quand je dis ça, ça veut dire que Mélis, c'est simplement une messagerie en fait sur un web service et qui est autonome, enfin qui est toute seule en fait, hein, qui n'est pas forcément interfacée avec votre logiciel. Si elle est interfacée avec votre logiciel, en général, vous avez une solution qui est payante dans ces cas-là. Dans ces cas-là, tout ce que vous recevez en fait par un confrère sur cette messagerie-là vient s'interfacer dans votre logiciel et vient dans le dossier patient. Ce qui est le cas en général d'AppyCrypt. AppyCrypt, en général, fonctionne comme ça. Vous avez une messagerie AppyCrypt qui est adossée au logiciel et effectivement, quand vous envoyez, quand vous recevez, ça va dans le dossier patient. Et automatiquement, de votre logiciel, vous pouvez déposer ces données-là que vous avez récupérées dans mon espace santé du patient ou par rapport à un confrère, directement dans son espace santé. Ça, c'est tout à fait possible. Mais cet interfaçage, il se fait uniquement si effectivement il y a un développement qui est fait par l'éditeur pour annexer, si vous voulez,
cette messagerie-là. Ce n'est pas forcément automatique. D'accord. Je vais vous prendre un exemple sur les pharmaciens. Si... Les pharmaciens, ils ont parfois une messagerie qu'on appelle organisationnelle. Elle est forcément interfacée avec le logiciel parce qu'elle est déjà payante. Mais Mélise, en fait, c'est une solution un peu autonome. Hein. Elle n'est pas forcément interfacée avec votre logiciel. Et donc, si elle n'est pas interfacée et que c'est nous qui déposons dans le dossier en faisant un copier-coller, enfin un truc d'enregistrement, on peut quand même, si après on la met dans l'espace santé, c'est quand même compté comme un dépôt si on le fait en second. D'accord. Complètement. Alors après, on peut le faire secondairement, même si on n'a pas le truc payant. Oui, la différence, c'est qu'en fait, vous le faites manuellement, en fait. C'est ça, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est un peu plus mais c'est quand même reconnu comme un dépôt. Ah oui, complètement. D'accord. Une question de Anne-Sophie Delton. Il y a Anne-Sophie qui avait une... Oui, j'avais juste... puis après, il y a une question de Catherine, et puis il faut peut-être qu'on... Oui. J'ai un problème de son, vous l'avez aussi ou je suis la seule? C'est la seule. D'accord, je suspends 2 minutes et je reprends l'enregistrement. Pas manuel. Allô? Oui, vas-y, Auguste. Est-ce qu'il y a un bon usage de l'utilisation du dossier médical partagé, à savoir dans chaque dossier que nous tenons, il y a une partie quand même subjective, une partie objective. Est-ce qu'on ne peut pas, ou c'est prêt, je dirais, un manuel de bon usage du dossier médical partagé? On a un manuel de bon usage. On peut vous donner, là, on a le diaporama, on pourra vous faire suivre un manuel de bon usage. Qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on dépose dans le dossier? Qu'est-ce qu'on doit dire aux patients quand on dépose? Qu'est-ce qu'on doit demander comme consentement? Voilà les règles de bon usage sur la connaissance en fait de mon espace santé vis-à-vis de son patient, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, quand est-ce que je peux consulter, pourquoi, etc. Ça, on a. Je peux vous donner toutes ces informations-là. Je vais c'est bien. Une question de Catherine Lafortune. Quand le médecin dépose un VSM, est-ce que les autres professionnels de santé, pharmaciens, infirmiers, y ont accès et comment sont-ils prévenus? Alors, le patient lui, il sait que vous avez déposé la donnée de santé, il a un message. Ça, c'est une première chose. Ensuite, seuls les professionnels de santé habilités qui suivent le patient sont autorisés à consulter l'espace santé du patient. Ça veut dire que si vous le suivez en tant que médecin traitant et que le pharmacien a déposé quelque chose, vous avez le droit d'y aller. Ensuite, par rapport à cette consultation, quand vous déposez la donnée de santé, vous pouvez très bien masquer le document. C'est-à-dire que vous posez un système de masquage où seul le patient et le médecin qu'on appelle administratif, un référent, pourra consulter les documents que vous avez donnés. Donc, il y a un système de masquage qui interdit en fait à certains professionnels de santé, si vous ne voulez pas partager cette donnée-là, de consulter en fait les données que vous avez envoyées. Je propose qu'on continue sur la deuxième partie de la présentation et qu'on reprenne les questions après, si tout le monde est d'accord. Alors, sur l'identifiant national de santé, donc sur la vue d'après, j'ai juste voulu vous mettre un petit peu, pour que vous vous rendiez compte que ça monte en puissance parce que c'est peut-être assez éloigné de la médecine de ville. Mais par contre, le monde hospitalier, lui, il est en plein dedans parce que c'est une obligation d'avoir un INS pour partager les données de santé. Et ils ont aussi des indicateurs comme vous. Donc, c'est pour vous montrer qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, sur un an, eh bien, il y a une augmentation considérable, en fait, on va dire, de l'INS, de l'utilisation de l'INS, en fait, avec 15 millions d'appels depuis le mois de septembre sur ce qu'on appelle l'INS-I, I pour intégrer. Et vous avez à droite, en fait, les logiciels référencés Ségur. Ça peut vous intéresser, mais sur le couvert, par exemple, de la médecine de ville, on a 14 éditeurs référencés. Voilà, donc c'est juste une petite vue pour vous montrer que c'est quelque chose qui monte en puissance et qui va vous impacter en 2023. Alors concrètement, qu'est-ce que l'identifiant national de santé? Donc une vue pour vous montrer en fait ce qu'est l'INS. Alors l'INS, on est sur des problématiques d'identito-vigilance, c'est-à-dire s'assurer de faire le bon soin au bon patient. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui passait avant, on va dire, c'est qu'un usager avait plusieurs identités. Donc, par exemple, on a pris Madame Loiseau, qui s'appelle Madame Loiseau, mais qui s'appelle aussi Madame Dubois de son marital. Et puis, en fait, elle s'appelle Dubois-Loiseau parce que sa carte d'identité le précise comme ça. Ce qu'a voulu les pouvoirs publics, c'est de s'assurer qu'effectivement, ce patient, il n'ait qu'une seule identifiée unique et qu'il n'y ait pas de confusion avec un autre patient.
pour éviter justement les erreurs thérapeutiques et qu'on s'adresse bien aux bons patients. Donc, on va s'articuler autour de l'INS, qui est l'identifiant national de santé, et qui est son NIR, en fait. C'est-à-dire, tout le monde a un NIR, hein, donc c'est le 28001, etc. Et le NIR, en fait, il correspond à Madame Loiseau, qui s'appelle Marie-Anne, etc. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer que, bon, voilà, c'est un matricule qui est utilisé, qui est unique, hein, et qui appartient à chaque individu, de sa naissance jusqu'à son décès. Sur la vue d'après, on a effectivement pourquoi utiliser l'INS, hein, donc pourquoi? Parce que ça facilite les échanges et le partage de données. Donc on utilise cette identité unique pour partager des données de santé entre PS. Ça sera bientôt obligatoire à partir du 1er mai 2023 pour vous, libéraux. Créer directement une nouvelle identité dans votre logiciel. Donc, ça va créer une identité dans votre logiciel. Monsieur Dupont, ça sera Dupont, Pierre, etc. Il aura ce numéro-là. Et c'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour partager la donnée de santé. Ça fiabilise l'identité de vos usagers. On l'a vu, problématique d'identité vigilance. Alimenter et consulter facilement le DMP. Ça vous permet d'alimenter le DMP. C'est une obligation d'avoir un INS qu'on va appeler qualifié, on le verra après, pour alimenter la donnée de santé. Ça permet aussi d'échanger avec son patient de manière sécurisée via Mon Espace Santé. Là, je vous parle de la messagerie citoyenne qui vous permet d'échanger de manière sécurisée avec votre patient. On utilisera l'INS comme adresse mail, si vous voulez. Ça commencerait par le numéro de sécurité sociale, @ etc. Il y aura une adresse mail générique pour échanger avec lui. Et puis, ça permet de gagner du temps médical parce que c'est un rapprochement plus facile des données de santé avec sur le patient. Sur la vue d'après, on est effectivement, comment on va qualifier cette INS? Qu'est-ce qu'on va vous demander à vous, professionnels de santé, concrètement? Eh bien, on va vous demander de valider cette INS, c'est-à-dire qu'on va vérifier sur l'identité du patient. Donc, vous allez la vérifier à l'aide de sa carte nationale d'identité, de son passeport. Alors, une seule fois pour votre patient, une fois qu'elle est qualifiée, une fois que vous avez fait cette démarche-là, vous n'allez pas la refaire une seconde fois. Et après, vous allez récupérer en fait via le téléservice INSI sur les bases nationales de l'assurance maladie l'INS que vous aurez qualifié. Donc, vous aurez une réponse de votre logiciel et ça arrivera sur votre logiciel métier. Pour ceux qui ont un logiciel référencé Ségur, ce petit onglet, vous avez dû l'avoir. Je ne sais pas si vous l'avez encore utilisé. Sur la vue d'après, on est juste vraiment concrètement comment ça se passe. Eh bien, vous allez prendre la carte vitale de votre patient, donc ça va identifier effectivement le patient, et vous allez saisir son NIR, hein, donc c'est un identifiant. Alors attention, hein, c'est le NIR du bénéficiaire. Hein. Si vous avez un mineur qui est sous le compte des parents, eh bien ça sera le NIR effectivement de l'enfant. Et vous allez saisir ces traits d'identité. On vous en demande 5, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Après, vous allez faire appel au service INSI depuis votre logiciel et vous allez récupérer cet INS qui sera qualifié. Une fois qu'il sera qualifié, eh bien, ça veut dire que vous pourrez partager la donnée de santé. Alors, jusqu'au 30 avril 2023, vous pouvez le faire sans qualifier l'INS. Mais à compter du 1er mai 2023, pour alimenter le DMP notamment, pour partager la donnée de santé entre confrères, etc., à l'hôpital, etc., vous aurez besoin d'un INS qu'on appelle qualifié. Les établissements procèdent à cela depuis le 1er janvier. Alors évidemment, il y a un intérêt fort pour eux puisqu'ils ne connaissent pas du tout le patient. Hein. Bon, sur la vue d'après, je vous ai juste mis, alors sur les bulles, ce qui était important, donc là vous avez effectivement avec quel titre, hein, vous avez vérifié l'identité de votre patient que vous connaissez, c'est vrai. Eh bien là, vous ne pouvez pas utiliser par exemple la carte vitale ou le permis de conduire, hein, ça ne permet pas de valider une identité et vous pouvez tout à fait utiliser un scan d'une pièce qu'on vous présente. C'est tout à fait possible. Là, je vous ai partagé effectivement un petit peu pour acculturer quelque part vos patients dans les salles d'attente de cette INS parce que vous allez faire une action, vous pouvez très bien leur demander une papier d'identité, donc ça peut être quelque chose, peut-être pas de conflictuel, mais en tout cas qui va poser des questions. Donc vous avez les affiches pour informer vos patients et par exemple les dépliants. Alors là, je ne sais pas, je ne vois pas le point HTTP, mais vous avez sur le site isanté.gouv en fait toute cette information-là. Ouais, voilà, vous l'avez là, excusez-moi. Donc quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de ces flyers, de ces éléments de communication. Là, je pense que vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Christine, tu as levé la main. Est-ce que tu as une question?
Non, j'avais oublié de la rebaisser, pardon. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que les CPTS pourront avoir ces petits flyers parce que là, vous dites qu'il y a un site, mais est-ce qu'on pourrait en avoir un modèle disponible assez rapidement pour pouvoir le transmettre Oui, moi je peux vous télécharger les flyers, hein, toute la communication qui existe, et puis vous la partager. Voilà, merci. C'est possible. Merci. Pas de souci. D'autres questions? Laurent, je te propose de continuer. Ouais. Alors, le troisième sujet, c'est sur l'ordonnance numérique. Alors, ce n'est plus au stade du projet, hein, donc c'est un téléservice qui était, alors sur la vue d'après, voilà, donc c'est un téléservice qui était très attendu par l'ensemble des professionnels de santé, et notamment les pharmaciens, hein, puisque l'ordonnance numérique contribue à la maîtrise des dépenses de santé en évitant de se retrouver avec des ordonnances frauduleuses, falsifiées. Il fait partie des référentiels socles, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, et ça sera inclus bien sûr nativement dans vos logiciels de gestion d'officine ou de cabinet qui sont référencés Ségur. Donc l'ordonnance numérique, bon, comme son nom l'indique, hein, c'est la dématérialisation de l'ordonnance, hein, du prescripteur jusqu'au prescrit. Donc c'est un dispositif qui s'appuie sur une base de données sécurisée qui est hébergée bien sûr en France. Ce sont les standards définis par la Haute Autorité de Santé, qu'on appelle HDS. Hein. L'accès à la base de e-prescription, donc, avant ça s'appelait e-prescription, c'est pour ça qu'on a mis ça, mais c'est l'ordonnance numérique qui est restreinte aux professionnels de santé dans les mêmes conditions que l'accès à mon espace santé. C'est-à-dire que vous avez besoin bien sûr de votre carte CPS pour accéder à cette base depuis votre logiciel. Donc là, on a mis le logiciel de gestion d'officine, qu'est-ce que pour l'instant, c'est déployé que sur les officines. Les données échangées sont dans le cadre de l'ordonnance numérique sont structurées et codifiées à partir des référentiels. Et sur l'ordonnance, vous aurez un QR code qui est apposé et qui permet justement d'accéder à cette base. Donc, il véhicule l'identifiant unique de l'e-prescription. Donc, l'ordonnance papier est conservée dans un premier temps, alors un premier temps qui va durer quelques années, hein, en attendant que l'ensemble des professionnels de santé soient équipés de logiciels référencés Ségur et qu'ils puissent récupérer cette e-prescription. Bon, c'est aussi destiné à rassurer dans un premier temps le patient, il a toujours son ordonnance papier. Et cette ordonnance peut aussi être envoyée dans mon espace santé en format, pour le coup, PDF. Alors après, je vous ai mis un petit schéma, comment ça fonctionne. Donc, le médecin, il rédige comme d'habitude sa prescription, ça ne change pas sa pratique, à partir de son logiciel métier, d'aide à la prescription, son app. Ensuite, c'est envoyé sur le référentiel, sur la base référentielle. C'est déposé aussi en même temps dans le DMP de son patient. Bon, alors les patients n'ont pas forcément tous un DMP actif, ça veut dire qu'il aura quand même son ordonnance papier et il pourra la retrouver dans le DMP. Mais le professionnel de santé pourra aussi la retrouver dans le DMP de son patient. Quand je dis DMP, c'est mon espace santé. Ensuite, l'officine a le choix donc, de présenter l'ordonnance papier avec le QR code. Donc, le pharmacien va scanner via une douchette, par exemple, le QR code. Il va récupérer l'ordonnance numérique qu'il va injecter dans son logiciel. Et après, il va délivrer tout ou partie, en fait, de la posologie. Et à terme, cette prescription remplacera le dispositif SCORE. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement c'est scoré et qu'on a nous l'ordonnance, on ne vous demandera pas de la renvoyer par SCORE. Donc il n'y aura plus de pièces justificatives à envoyer pour les pharmacies. Le médecin, par la suite, peut consulter les données de santé. Ensuite, je vous ai mis juste une vue en fait sur l'ordonnance numérique. Vous voyez simplement le QR code qui apparaîtra en bas en fait de l'ordonnance. Qui sera utilisé ou non par le pharmacien dans l'hypothèse où il est équipé d'un logiciel référencé Ségur ou pas. Et sur la vue d'après, on est sur un petit peu les perspectives sur 2024. Donc aujourd'hui, on est effectivement sur l'accompagnement de la médecine de ville, des médecins et des pharmaciens par rapport à l'ordonnance numérique. Et l'étape suivante, ça sera d'ici 2024, l'ordonnance numérique qu'on dit unifiée et qui sera sur l'ensemble du champ de la prescription. C'est-à-dire qu'il y aura les dispositifs médicaux et tous les actes d'infirmiers, des biologies, etc. Donc chaque prescrit en fait récupérera en fait cette ordonnance numérique via son logiciel métier et l'intégrera directement
dans sa facturation et n'aura plus à envoyer non plus la pièce justificative. Là, je pense notamment aux paramédicaux. Et vous avez les équipes toujours, je vous ai mis en bas à droite, en bas, les équipes des 6, les DNS, qui peuvent vous accompagner par rapport à ça. C'est un sujet qu'on porte actuellement auprès des pharmaciens et des médecins. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Je vois que les pharmaciens doivent souvent donner des justificatifs. Nous, on a aussi le problème des justificatifs des feuilles de soins. Est-ce qu'avec ce système, tous ces justificatifs vont s'arrêter? Parce que c'est vraiment source de soucis et d'incompréhension. Je ne sais pas si les pharmaciens ont le même problème, les numéros de lot, les références. On a un peu du mal à trouver notre latin, nous. C'est pareil pour les pharmaciens. Ouais. Est-ce que ces justificatifs seront stoppés après tout ça? Les justificatifs pour les cartes vitales comme pour les ordonnances, oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on n'aura pas besoin de récupérer l'ordonnance. Et si vous avez la carte vitale du patient, donc vous faites un flux sécurisé, dans ces cas-là, il n'y aura plus de pièces justificatives à envoyer à la sécurité sociale. On récupérera même l'ordonnance. Des feuilles de soins justificatives qu'on a actuellement quand on fait en dégradé, ça sera arrêté, ça aussi? Ah non, là, je vous parle de l'ordonnance. Que de l'ordonnance, d'accord. Que de l'ordonnance. Vous, en fait, médecin, vous n'avez pas d'ordonnance, puisque vous êtes non, prescripteur. Mais comme vous dites qu'il n'y aura plus de pièces justificatives à fournir parce que ça sera sécurisé, pour les je me posais la question si vous allez étendre au reste. Non, là, on est vraiment sur l'ordonnance. Sur l'ordonnance, c'est-à-dire que là, on est sur un prescrit, en fait, qui doit justifier la réalisation de son acte par rapport à une ordonnance. Donc, c'est ça, en fait. Hein. D'accord. On n'est pas encore, effectivement, sur les dégradés. Il y a toujours une pièce justificative, le volet de soins, en l'occurrence. Sophie avait une question. Oui, j'ai une question. Dans le forum de mon logiciel, certains médecins disent que sur l'ordonnance numérique, on ne pourra plus mettre les conseils que l'on met sur une ordonnance habituellement. Est-ce que c'est le cas? En texte libre? Oui. Je vais me renseigner. Je ne sais pas, parce que là, on est vraiment au début de l'expérimentation. Enfin, c'est plus une expérimentation, du déploiement, mais je ne sais pas si on peut mettre un texte libre, en fait, sur l'ordonnance. Je pense que oui, mais je ne suis pas certain, donc je préfère m'en assurer qu'il y a bien un texte libre sur... voilà. Les médecins de mon forum, de mon logiciel AgriSégur, a priori, avaient l'air de dire que non. Non, d'accord. Bon, après, c'est quelque chose qui pourra évoluer, hein, mais je vais quand même me renseigner. Et donc, c'est pour prescrire pour mettre quoi sur l'ordonnance exactement? Quelquefois, on met si fièvre supérieure à temps, prendre ça comme traitement. Voilà, si la tension est inférieure à temps, diminuer le traitement. Il y a tout un tas de conseils qu'on fait sur une ordonnance. Alors ça, c'est peut-être le genre de choses que vous pouvez faire en sus de l'ordonnance, c'est-à-dire sur une feuille à part, je pense. Si jamais c'est pas prévu, hein, ce qui est possible. Hein. Un peu comme un pharmacien, quand il délivre les médicaments, il va mettre sur la boîte, effectivement, quand est-ce que vous devez prendre votre posologie. D'accord. Une question de Laurence. Nous sommes confrontés de temps en temps et malheureusement peut-être de plus en plus à des problèmes de renouvellement d'ordonnance où nos agendas ne permettent pas toujours d'être exactement dans le timing du renouvellement de l'ordonnance et que nous collaborons avec nos collègues pharmaciens pour dépanner des fois d'une boîte qui manque, le temps qu'on puisse voir nos patients. Est-ce que ce serait encore possible avec ce système ou plus du tout? Alors, oui, pour l'instant, encore une fois, l'ordonnance papier, elle ne s'arrête pas. Hein. Elle ne s'arrête pas pour plusieurs raisons. Pas que parce que, effectivement, pour l'instant, on est en phase de montée en charge et qu'il va se passer un certain temps avant que tout le monde soit équipé d'un logiciel et que ça se développe complètement. Donc, le papier subsistera, je pense, encore très longtemps. Donc, cette question-là, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais à mon avis, le papier va subsister très longtemps encore. Vous pourrez commander vos ordonnances. Hein. C'est comme, si vous voulez, l'application carte vitale. Ce n'est pas parce qu'on va dématérialiser la carte vitale que la carte vitale physique s'arrête. C'est la même chose, en fait.
Il faut toujours laisser la possibilité à des gens en fait, qui n'utilisent pas l'outil informatique d'avoir une solution alternative. Une question à l'assistance. Est-ce que les pharmaciens pourraient témoigner de ces débuts de l'ordonnance numérique? Est-ce qu'il y a des pharmaciens dans l'assistance? Non. C'est quelque chose qui est arrivé il y a très peu de temps, hein. C'est-à-dire que ça a été déployé France entière en septembre. Donc c'est assez récent quand même, hein. À défaut, je propose, on pourra en parler peut-être un petit peu plus tard à la fin vers la fin du webinaire. Je propose qu'on continue et qu'on aille sur la ICPTS. Attends, il y avait juste une question avant de Stéphanie. Je pense aux patients très âgés, compliqués pour utiliser mon espace santé, mais je pense que ça rejoint un peu ce que disait Laurent à propos du fait que le papier avait encore de beaux jours devant lui, quoi. Oui, et puis sur mon espace santé, même si on est âgé, on n'a pas de l'informatique, on est résident en EHPAD, hein, et forcément on n'a pas d'informatique, l'objectif quand même, c'est aussi de partager la donnée de santé entre professionnels de santé pour justement un meilleur suivi médical. Donc même si ce n'est pas utilisé par le patient, ce n'est pas dérangeant en fait, hein. Encore une fois, c'est une offre de service. Ceux qui n'ont pas activé mon espace santé n'en profitent pas. Et s'ils n'en profitent pas, ce n'est pas forcément qu'ils n'en ont pas l'utilité. Mais voilà, en tout cas, il y aura toujours une possibilité que le médecin traitant explique effectivement l'utilité d'avoir un espace santé, de l'activer et de s'en servir, pour ceux qui sont quand même informatisés, hein. Et pour ceux qui ne sont pas informatisés, eh bien, ça sera encore de la donnée de santé, entre professionnels de santé, qui permettra de faciliter la prise en charge du patient. Alors, il y a des questions mais qu'on reprendra à la fin, qui étaient liées à l'INS et à la vérification d'identité des patients. On les reprendra à la fin. D'accord. Ce que je te propose, Laurent, c'est de continuer, si tu veux bien. Alors, dernier sujet en fait, qui avait été demandé par les CPTS, c'est la ICPTS, donc via ProSanté Connect. Alors, une première slide pour vous montrer en fait l'authentification via ProSanté Connect. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la question de l'authentification se pose à partir du moment où un client, donc en l'occurrence un professionnel de santé, souhaite accéder à des services en ligne. Et bien davantage quand il s'agit en fait des services gérés par qui gèrent de la donnée de santé. Et c'est là qu'intervient ProSanté Connect, qui est un serveur d'identité et qui fonctionne un peu comme France Connect. Donc, c'est un serveur sur Internet qui permet de s'authentifier et d'accéder à des services. Donc, c'est un fournisseur, c'est un système qui va faire l'authentification pour le compte du service, donc il réalise l'authentification. C'est une solution qui est un standard basé sur l'OpenID, c'est-à-dire une technologie d'authentification décentralisée. Et il est basé sur l'annuaire santé, c'est-à-dire qu'il utilise l'annuaire santé, donc est géré par l'Agence numérique en santé, pour identifier les professionnels de santé. L'annuaire santé, en fait, c'est un annuaire où à l'intérieur, vous avez tous les professionnels de santé de France, et qui est en lien avec les ordres. C'est-à-dire quand vous allez dans votre ordre, vous enregistrez vos coordonnées, enfin vous êtes connu à votre ordre, vous enregistrez vos coordonnées mail et téléphoniques, et il y a un lien, une passerelle qui se fait entre cet ordre, enfin vos ordres, et l'annuaire santé qui est géré par l'AMS. Et ce fournisseur d'identité accède bien sûr plusieurs moyens d'identité, donc la CPX, c'est-à-dire la CPS en l'occurrence, et c'est là où on en vient à l'ICPS. Alors, c'est un serveur, c'est un service qui permet d'authentifier, donc c'est simplement la dématérialisation. Donc là, je reviens sur la CPTS, c'est une dématérialisation de votre carte CPS via donc votre smartphone ou iPhone. Donc elle possède bien sûr tous les avantages du numérique, c'est-à-dire qu'elle a un haut niveau de sécurité, c'est pratique et c'est rapide, c'est adapté à votre pratique. C'est un service qui est raccordé facilement à votre profession. Et c'est une application IPS qui fonctionne sous Android et sous iOS. Sur les deux sites officiels, en fait, le Google Play et l'Apple Store, vous pouvez la télécharger. L'application ICPS est un moyen d'authentification accepté par ProSanté Connect pour se connecter aux services numériques. On l'a vu, vous l'avez déjà utilisé quand vous vous connectiez à SIDEP, par exemple, ou VaxiCovid. Et je vous ai mis juste une petite vue en fait aperçue que j'ai pris sur le Cézanne sur l'utilisation de l'ICPS. Vous avez quand même à peu près 58% d'authentification ProSanté Connect réalisée avec l'ICPS.
Alors, les avantages, en fait, d'avoir une ICPS, alors ça ne change pas vos habitudes, hein, c'est plutôt complémentaire à la CPX, hein, enfin la CPS. On multiplie des moyens d'identification qui sont parfois plus adaptés à votre situation, hein, notamment quand vous êtes en visite extérieure. Il permet le travail en mobilité, donc ça veut dire que vous vous exemptez en fait du lecteur de carte, mais vous avez besoin bien sûr de votre portable. C'est utile pour les PS qui ont qui n'ont pas de carte CPS. Alors ça, on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. On a fait appel à des médecins salariés, par exemple, des retraités, infirmières aussi, donc des gens qui n'étaient pas connus de l'assurance maladie, enfin en fait de nos bases. Et la e-prescription, la ICPS permettait justement d'accéder à les bases via ce service-là. Et c'est pratique, hein, c'est la possibilité d'ouvrir plusieurs sessions, je pense notamment aux pharmaciens, on peut très bien ouvrir plusieurs sessions de ICPS pour accéder à l'ensemble des services avec une seule authentification. Et très prochainement, il permettra aussi d'accéder à son Amélie Pro. Ça, je ne vous l'ai pas mis dans la slide parce que je l'ai appris aujourd'hui. Donc ça, c'est très, très, très attendu. Avec la ICPS, vous allez bientôt pouvoir accéder à Amélie Pro parce que là, vous accédez à un service, mais vous n'avez pas votre Amélie Pro. Prochainement, quand je dis prochainement, c'est dans le mois qui suit, hein. Vous allez arriver à tous les services Amélie Pro que vous avez avec votre carte physique. La dernière slide, comment l'activer? Genre tous? Ah, tous. C'est une info que j'ai eue aujourd'hui. Hein. Et c'est vraiment dans les tuyaux, c'est au mois de janvier, vous l'aurez. Hein. Donc, 2 méthodes pour l'activer, donc à partir de la carte physique, hein, donc ça nécessite un lecteur de carte, donc pour vous, libéraux, il n'y a aucun souci, vous en avez bien sûr. Là, je vous ai juste mis, en fait, donc vous téléchargez l'application, bien sûr, sur Android ou iOS, et vous avez le site Vatelay, en fait, qui vous permet, vous n'avez qu'à le suivre pour activer votre ICPS via le lecteur de carte, où vous pouvez l'activer avec les données enregistrées dans l'annuaire santé. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous avez un ordre, vous enregistrez vos coordonnées téléphoniques et mail. Et parce que vous avez enregistré vos coordonnées mail et téléphoniques, on vous renverra un OPT, c'est-à-dire une identification, et qui vous permettra d'activer votre ICPS. C'est toujours pareil, en cas de difficulté, vous avez les délégués numériques en santé de la CEPAM qui sont là pour vous assister. Alors, des questions sur ce sujet-là d'abord, et puis on pourra peut-être revenir sur les autres sujets. Alors, s'il n'y a pas de questions sur la ICPS, on peut peut-être revenir d'abord sur la question de demander les papiers d'identité. Christine Duano, risque d'être assez perturbant et nouveau. Et il faudra faire une campagne d'information. Les patients n'ont pas l'habitude de cette question. Et notre ami Hippocrate non plus. Et Stéphanie pensait aux patients très âgés de ce point de vue-là. Voilà. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a des remarques, des questions ou un échange qui pourrait être intéressant? On sait que ça peut être un sujet qui est sensible. Hein. Vous demandez les papiers d'identité, vous n'êtes pas des policiers. Il faut expliquer qu'effectivement, on est dans une démarche d'identité en vigilance, avec s'assurer de faire le bon soin au bon patient encore une fois. Bon, cela dit, c'est facile à faire, mais concrètement, quand on est en face du patient, ça peut être plus compliqué. Moi, ce que je vous ai proposé, je vous l'enverrai, hein, c'est tous les flyers, les guides, hein, pour un petit peu alerter, communiquer auprès de l'assuré en amont en fait de cette demande-là. Voilà. Après, je ne sais pas comment le national va communiquer parce que pour l'instant, on est beaucoup sur les établissements. Donc, parce que les établissements, pour le coup, eux, il y a un intérêt énorme. Hein, c'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent pas du tout le patient. Hein. Donc, en phase 2, il faut qu'ils s'assurent effectivement que c'est le bon patient qui est en face de leur comptoir. Ce qui n'est pas forcément votre cas, mais effectivement, on vous demandera quand même de qualifier cette INS et éventuellement demander des papiers d'identité, même si vous connaissez le patient. Donc ça se raccompagnera. Donc il y aura des campagnes de communication et moi, je vais vous donner en fait toutes les informations qu'on peut avoir là-dessus. Sur la prescription électronique, il y a une question d'Olivier. Comment feront les patients pour suivre une prescription s'ils n'ont plus de support papier? Alors, c'est ce que je vous ai expliqué. Dans un premier temps, il y aura toujours un support papier. Hein. Il n'est pas prévu d'arrêter le papier.
question réponse de Catherine Lafortune sur la sollicitation des pharmaciens sur l'ordonnance numérique. Pas encore d'ordonnance numérique numérisée, envoyée par les médecins, mais les LGO sont prêts. Lila n'a pas d'expérience avec ordo numérique, à part avec Doctolib qui reprend ce concept, et c'est suivi par Virginie Buisson. Pareil, pas d'expérience d'ordonnance sécurisée, e-prescription, pardon, et Chiep à tout le monde, nous pouvons valider la délivrance des ordonnances numériques délivrées par Doctolib et CARE. Voilà. Alors, l'ordonnance numérique de Doctolib, ça n'a absolument rien à voir, hein. D'ailleurs, c'est pas quelque chose de... Je ne sais pas dans quel cadre vous avez une ordonnance numérique. C'est-à-dire que vous avez une téléconsultation, j'imagine, c'est ça? Pour les pharmaciens qui ont écrit ça sur Doctolib et CARE? Non, c'est l'ordonnance que le docteur envoie via Doctolib et que le patient nous en renvoie le lien, enfin nous renvoie l'ordonnance. Et nous, on peut dire si on a délivré ou pas les médicaments ou pas. Donc, ça évite que le patient aille dans plusieurs pharmacies avec le même Doctolib, si vous voulez, la même ordonnance de Doctolib. D'accord. Bah, ça peut être complémentaire, hein. De toute façon, c'est des outils qui peuvent vous aider effectivement à suivre le patient, à éviter de donner plusieurs fois le médicament. Donc, moi c'est pas que j'ai pas d'avis là-dessus, c'est que je trouve que c'est des outils qui sont complémentaires, on va dire. Mais à terme, effectivement, on espère que l'ordonnance numérique se développe de manière conséquente et que ça sera le seul canal, en fait, hein. Avant de donner la parole à Sophie, il y a une question de Anne qui est: est-ce que c'est à nous d'imprimer les flyers que tu vas nous transmettre, Laurent? Et je crois deviner que la réponse est oui. La réponse est oui. Parce Voilà, que les donc flyers, je vais les avoir en numérique, moi. Je ne les aurai pas en papier. C'est-à-dire que là, je vais télécharger effectivement le flyer en numérique et je vais vous l'envoyer en fait en PDF, hein. Voilà, et Alors, donc ce seront aux structures, alors les CPTS pour ce qui nous concerne, mais globalement les structures qui devront imprimer tout à fait. ces Après, flyers. je peux demander, je peux faire une remontée à la CNAM en demandant effectivement que les professionnels de santé souhaitent avoir dans leurs officines ou dans leur cabinet, par exemple, des flyers, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Je peux le faire remonter. Mais Voilà, ça ne sera pas à la charge de la CPAM de l'ESSAN, je pense, hein. Moi, j'ai une question là-dessus. Si on fait une campagne auprès des patients, c'est peut-être trop tôt parce qu'il faut s'assurer que les soignants sont prêts. Sinon, on va être tous, on va mettre la charrue avant les bœufs. À partir de quand vous dites qu'il faut vraiment s'y mettre à cette e-prescription parce qu'il ne faut pas faire peur à nos collègues? On va anticiper, on va préparer, mais il ne faut pas aller trop vite non plus parce que... Moi, je dirais qu'à partir du moment où le médecin souhaite faire de la prescription, il faut qu'il communique dans sa salle d'attente, déjà. D'accord, ok, c'est ça. Il vaut mieux faire médecin par médecin plutôt que de... Il faut que le CPTS fasse attention de ne pas affoler tout le monde, quoi. Oui, si un médecin, effectivement, il fait de la prescription, il vaut mieux qu'il informe ses patients dans la salle d'attente qu'il fait de la prescription pour éviter de refaire une communication importante à ce patient. Donc, on a intérêt d'envoyer la CPTS a intérêt à envoyer cette info comme ça en disant: si vous voulez faire de la prescription, on tient à disposition des flyers et on vous informe de comment vous pouvez informer vos patients. Tout à fait. C'est peut-être mieux de le faire comme ça plutôt que d'affoler les copains et copines. Ok, oui, merci. Sophie a une question. Oui, c'est une question peut-être un peu technique. J'en suis pas encore à l'e-prescription. Avec mon logiciel, je peux maintenant envoyer des mails avec le numéro, l'INS, @patient.mssanté. Ma question, c'est si j'envoie, par exemple, une ordonnance via cette messagerie, que le patient n'a pas ouvert son espace santé, qu'est-ce qu'il reçoit? Alors, il reçoit, enfin, si vous Parce envoyez qu'il une peut ordonnance... avoir, par exemple, ouvert un DMP ou il peut avoir Amélie, enfin, je ne sais pas. La question, est-ce qu'il reçoit quelque chose? Alors déjà, vous, quand vous envoyez une ordonnance à votre patient via son INS, s'il n'a pas activé son espace santé, enfin mon espace santé, vous le savez. Vous avez une réponse comme quoi il ne l'a pas activé et donc il ne peut pas ouvrir cette pièce que vous avez envoyée. Donc après, c'est charge à vous éventuellement de l'informer effectivement que vous avez envoyé cette pièce et que ça serait utile qu'il active son espace santé. Mais tant qu'il n'a pas activé son espace santé, il ne récupérera jamais l'ordonnance.
ni les Oui, il n'y dépôts, aura ni pas les un quais. message qui lui dira Ah non, vous avez un. Non, d'accord. non, Non. puisqu'il ne l'a pas activé. Oui, Il a fait mais le choix. oui, mais il a peut-être Amélie, il a peut-être activé un DMP, il avait il y avait peut-être des données dans la base. Alors, s'il avait activé son DMP, on considérera qu'il avait donné son accord. Et donc, il y a un chaînage qui sera fait avec mon espace santé. Donc, s'il avait l'ex-DMP, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Donc, s'il avait l'ex-DMP et que donc on a fait l'opt-out en mois de juillet pour mon espace santé, et automatiquement, en fait, il y aura un chaînage entre les deux. Et on va ouvrir son espace. Ce qui n'empêche pas qu'on lui demande effectivement s'il est toujours OK, hein. Mais il l'aura. D'accord. Moi, j'avais compris par rapport à ça qu'au bout d'un moment, l'inscription dans l'espace santé devenait automatique. Il me semblait, enfin, j'ai peut-être pas le compris, qu'on nous demandait notre avis, mais qu'au bout d'un moment, ça allait être fait automatiquement. J'ai mal compris Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, alors c'est un décret, hein, c'est la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé de 2019 qui a autorisé l'opt-out. L'opt-out, c'est on crée automatiquement mon espace santé pour tous les citoyens. Donc, on a créé 98% d'espace santé d'un enfant qui vient de naître jusqu'à voilà, un senior, on va dire. Mais une fois qu'on a ouvert mon espace santé, ça permet aux professionnels de santé que vous êtes de partager la donnée de santé avec son patient, de déposer la donnée de santé, on va dire. Mais si le patient n'a pas activé son espace, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas enregistré dans l'espace avec un login et un mot de passe, avec son numéro de carte vitale, etc., et bien dans ces cas-là, il n'a pas accès à son espace. Ah, d'accord. Il n'est utile que entre vous pour partager la donnée de santé. Un peu comme un résident EHPADien, quand j'ai pris l'exemple, qui n'a pas effectivement d'informatique, qui ne va pas activer son espace. Et donc, l'utilité de mon espace santé, ça sera partager de l'information médicale entre professionnels de santé. D'accord. Pour donc, ça que vous disiez à Sophie, si elle envoie un truc, on aura la réponse comme quoi il n'est pas activé, donc on lui propose de l'activer. Tout à fait, c'est ça. On compte sur vous, quelque part, sur effectivement cette communication autour de vos patients. Voilà, je vous ai envoyé un dossier, je vous ai envoyé une ordonnance. Est-ce que vous avez activé votre espace santé? Vous savez que non, parce que vous recevez un message comme quoi il n'a pas activé, que la pièce n'est pas reçue. Et dans ces cas-là, ce qu'on vous demande effectivement, c'est de l'informer. Quand on dépose le VSM à l'intérieur, il a aussi tout son dossier médical. L'intérêt de mon espace santé, c'est qu'il se prenne en main, c'est-à-dire qu'il prenne en main sa santé lui aussi. Pour prendre en main sa santé, eh bien, il faut qu'il l'active. Donc, il l'active. Il a dans mon espace santé plusieurs briques. Vous avez le dossier médical dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez la messagerie citoyenne qui vous permet d'échanger avec votre patient et lui envoyer des informations médicales, des ordonnances, etc. Un avis d'arrêt de travail, c'est tout à fait possible. Et puis, vous avez les services plus, c'est-à-dire vous allez avoir un catalogue de services interactifs qui lui servira à prendre en main sa santé, en fait, qui sera interfacé avec les objets connectés. 2 remarques à ce sujet. De Liliana, le patient est prévenu par mail s'il a validé son espace santé. Et d'Olivier, le patient peut refuser la création de son espace santé. Alors, il peut le refuser tout. Voilà. Pardon. Alors, il peut la refuser, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a un courrier ou un courriel, en fonction, est-ce qu'on a ou pas son courriel. On commence par le courriel parce qu'effectivement, c'est moins cher d'envoyer un courriel qu'un courrier. Donc, dans le courriel, on l'invite effectivement à l'activer. S'il ne l'active pas, il ne l'active pas. On ne reviendra pas vers lui. C'est-à-dire qu'on l'a informé une fois, il ne veut pas l'activer, il ne l'activera pas. Par contre, la première question, je ne m'en rappelle plus. C'était que le patient est prévenu par mail s'il a validé son espace santé. Oui, il y a une démarche d'enregistrement à un moment donné. Quand il l'active, il reçoit effectivement un échange par mail pour voir qu'il est activé. De toute manière, il est obligé d'aller sur Internet, de l'activer, d'aller sur le site et après d'accepter les conditions générales d'utilisation. Et on lui demandera d'enregistrer ses coordonnées, mail et téléphone pour pouvoir justement qu'il accède à son espace santé. Donc, il y a forcément un échange qui est fait avec le patient, mail ou téléphone, parce qu'à chaque fois qu'il arrive sur son espace, on lui envoie il aura un identifiant, un mot de passe, et à chaque fois, on lui demandera de confirmer que c'est bien lui qui arrive dans cet espace-là. Donc, il a ce qu'on appelle un OPT, un identifiant à usage unique qui est valable 5 à 10 minutes et qui doit confirmer son identité à chaque fois qu'il ira sur son espace. Donc, oui, il est informé en fait à chaque fois qu'il y va, en fait, de la création et à chaque fois qu'il veut y aller. Comme à la banque. Comme à la banque, exactement. C'est une authentification assez forte.
je propose de lire les dernières remarques ou questions et puis de passer à l'exposé qui suit pour ne pas être trop long dans le webinaire. Donc, une formation à la population semble essentielle pour que le patient accepte de présenter sa pièce d'identité à un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment informer la population. Une remarque de Catherine, la e-prescription est vraiment la solution pour éviter les fausses ordonnances. Virginie, le plus tôt possible, car le patient aura son ordonnance papier. C'est de la sécurisation de la prescription, falsification de nomadisme, impression à l'infini, donc pour le papier. Les hôpitaux jouent le jeu, hein, Bligny en particulier. Les ordonnances et comptes rendus sont dématérialisés. Et puis, pour les ordonnances, Liliana signale que pour les ordonnances déposées dans l'espace santé, le patient donc, est automatiquement prévenu, je suppose. Oui, Voilà. il est prévenu quand il y a de la donnée santé qui arrive sur son espace, il est prévenu qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans son espace. Tout à fait. Voilà, donc ce que je propose, c'est de passer à l'exposé de... Laurent, ça avait peut-être une dernière question. Je viens juste de lever la main. Non, c'est surtout que je n'ai pas bien envoyé mon message au lieu de tout le monde. Je l'ai envoyé, bref. En fait, comment ça va se passer pour les patients qui n'ont pas d'adresse mail, qui ne savent pas s'en servir? On en a quand même pas mal. Donc, il y a un accompagnement individuel qui est prévu par la Sécu. C'est peut-être pas à nous de le faire. Oui, il y a un accompagnement qui est prévu par les antennes France Service notamment. Ce sont des ambassadeurs. Donc le rôle en fait de la CEPAM de l'Essonne par rapport à ça, de toutes les CEPAM, c'est rassurer un petit peu l'assuré, lui expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et puis de l'orienter vers ces agences France Service, ces ambassadeurs, qui sont chargés en fait de l'inclusion du numérique en fait pour les assurés, mais pas que pour ce service-là, hein, ça peut être d'autres. Donc il y a un réseau qui existe où on dirige, on oriente en fait les assurés là-dessus. Donc, on pourra vous donner effectivement ces contacts que nous on a et qui permettront d'aider l'assuré à créer son espace, par exemple, ou à l'accompagner dans ses démarches informatiques. Parce que, en fait, maintenant, tout passe par l'informatique, hein, les impôts, etc. Donc, il n'y a pas que mon espace santé. Donc, il y a un réseau qui s'est créé. On pourra vous donner effectivement les contacts que nous on a. Ok. Mais ce n'est pas la CEPAM de l'Essonne qui accompagne, hein, parce que là, c'est créer des ateliers, c'est un peu plus compliqué. Fabien, je te propose de reprendre la main. Ça marche. Oui, alors je voulais, le numéro de santé, hein, il y a beaucoup de questions autour du Ségur. Je proposais aussi qu'on revienne un peu sur des sujets très concrets et qui peuvent quand même être une aide au quotidien. On en a un peu parlé quand on a fait la soirée à Arpajon avec le centre hospitalier de Bigny, c'est la téléexpertise. Alors, Bigny était venu nous présenter leur dispositif de téléexpertise, enfin ce qu'ils proposaient de mettre en place à l'usage des professionnels de la ville. Mais je me suis dit que ça pouvait être l'occasion ce soir d'en reparler un petit peu, puisque la téléexpertise, je pense que c'est quand même un bon moyen pour tout le monde de gagner du temps déjà quand on a un avis à demander pour un patient, hein, quel que soit le soignant, pas que les médecins. C'est aussi un bon moyen, je pense, de recourir à la ressource médecin du territoire en demandant un avis quand il n'y a pas forcément besoin d'une consultation. Et aussi, justement, pour adresser les patients en consultation, ça permet aussi aux médecins, aux spécialistes de pouvoir sélectionner un peu ce qui doit être vu plus ou moins rapidement et de hiérarchiser un peu les demandes. Alors, vas-y, je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, juste pour resituer dans le panel de tout ce qui concerne la télémédecine, la téléexpertise, donc vous avez la téléconsultation qui est un échange synchrone par un flux visio sécurisé. Ça, je pense que tout le monde maintenant a bien compris. La téléexpertise, la différence, c'est que c'est un échange asynchrone qui va se faire par une messagerie sécurisée de santé. Donc voilà, c'est un échange qui se fait en 2 temps. Le soignant rédige sa demande, l'envoie au médecin et le médecin y répond dans un 2e temps. Je te laisse passer la diapo, Marc. Donc, vite fait, un petit point sur le cadre réglementaire, parce que les choses ont quand même évolué récemment avec l'avenant 9, si je ne dis pas de bêtises, hein, Laurent, tu me corriges. Alors voilà, je vous remets la définition. La téléexpertise permet à un soignant dit requérant de solliciter un médecin dit médecin requis en raison de sa formation, de sa compétence particulière sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient.
Avant, le dernier avenant a apporté ce changement. Avant, il n'y avait que les médecins qui pouvaient demander un avis en téléexpertise. Maintenant, n'importe quel soignant, du moment qu'il est conventionné, peut demander un avis à un médecin. Et donc, c'est de la téléexpertise. Je te laisse passer la diapo. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Tout soignant, tiens, vas-y, tu as été un peu loin. Reviens en arrière, Marc. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Tout soignant conventionné peut, entre les deux, merci. Tout soignant conventionné peut recourir à la téléexpertise, quelle que soit sa profession, son secteur d'exercice et son lieu d'exercice, que ce soit un médecin, un soignant en ville ou en établissement. Autre changement depuis avril 2022 avec l'avenant 9, c'est que maintenant, tous les patients peuvent bénéficier de la téléexpertise. Avant, il n'y avait que les patients en ALD, les patients en zone sous-dense, les patients en établissement pénitentiaire et je crois aussi peut-être les patients en EHPAD. Enfin bon, maintenant, depuis avril 2022, tout le monde peut en bénéficier. Donc, on peut demander un avis en téléexpertise pour n'importe quel patient. Ils sont tous éligibles. Concrètement, comment ça se passe? Donc, toujours pareil, vous ne pouvez pas faire ça dans le dos du patient. Il faut lui demander son consentement. Donc, en consultation ou même pas forcément en consultation, vous demandez au patient son autorisation de demander un avis en téléexpertise. Moi, en ce qui me concerne, je le fais régulièrement, je n'ai jamais eu de refus. La téléexpertise se déroule en rédigeant la demande via une messagerie sécurisée de santé et le médecin requis rédige sa réponse qu'il transmet au soignant requérant via la messagerie sécurisée de santé. Donc voilà, le seul prérequis nécessaire. Alors avant, il y avait d'autres prérequis, mais qui ont été simplifiés avec le dernier avenant. Donc maintenant, le seul prérequis, c'est qu'il faut utiliser une messagerie sécurisée de santé. Alors la messagerie sécurisée de santé, ce n'est pas que MS Santé, ça peut être les outils aussi qu'on utilise habituellement comme AppyCrypt. Et il y a tout un tas de solutions qui se sont développées pour faciliter l'usage de la téléexpertise. C'est le cas notamment de Bini qui utilise Doc & Co, mais on retrouve aussi OmniDoc, la messagerie sécurisée de Doctolib qui s'appelle Team. Donc tous ces outils peuvent permettre de faire de la téléexpertise. La tarification, c'est une tarification unique. Ça aussi, ça a été simplifié. Avant, on avait 2 niveaux de téléexpertise. Maintenant, on a une seule tarification. Elle n'est pas cumulable avec un autre acte. Elle ne peut pas donner lieu à une majoration ou à un dépassement d'honoraires. Et il y a un petit truc qui s'est mis, un petit symbole, je ne sais pas ce que c'était. La rémunération, donc les médecins requis sont rémunérés 20 € par acte de téléexpertise et ils sont limités à 4 actes par an pour un patient. Et le requérant est rémunéré 10 €. C'est limité à 4 actes par an pour un même patient. Le seul problème, c'est que seuls les médecins sont rémunérés pour les demandes de téléexpertise. Les autres soignants ne sont pas rémunérés quand ils formulent une demande en téléexpertise, quand ils sont requérants. Voilà, la facturation, donc je vous l'ai remise ici. L'acte, c'est le TE2 pour le médecin qui est requis et la cotation, c'est le RQD pour le médecin requérant. Voilà, ce sont les 2 codes d'acte qui existent. Et ça, voilà, ça rentre dans votre seuil de 20% d'actes de télémédecine. Donc, téléconsultation plus actes de téléexpertise ne doivent pas dépasser 20% de votre activité totale. Voilà, donc c'était juste un petit résumé rapide de ce qu'est la téléexpertise. Je pense, alors c'est le cas dans ma CPTS, c'est un sujet qu'on travaille. Je pense qu'il faut réfléchir. Alors nous, dans notre CPTS, on est en train de faire un annuaire des médecins qui acceptent les avis en téléexpertise avec leur domaine de compétences et la messagerie sécurisée qu'ils veulent utiliser. Donc, bon, on a déjà référencé Bini, ça on a bien compris que Bini était OK pour donner des avis en téléexpertise, et donc eux, ça passe par Doc & Co. Mais tel cardiologue, lui, accepte de donner des avis en téléexpertise via tel outil, tel endocrino via tel outil. Et donc, comme ça, on fait un annuaire qui est disponible pour les soignants pour qu'ils puissent demander des avis en téléexpertise. Ça pourrait être un bon travail en inter-CPTS, Fabien. Tout à fait, puisque l'idée aussi, c'est que derrière, puisque par définition, la télémédecine et la téléexpertise, c'est quelque chose qui dépasse le cadre territoire. des CPTS. Bon, l'idée
l'idée, c'est quand même avant tout de s'adresser aux soignants de la CPTS, puisqu'on essaye quand même de faire des parcours pour les patients. Mais quand on n'a pas la ressource ou que la ressource habituellement disponible ne l'est pas cette fois-là, qu'on puisse aller au-delà de sa CPTS et s'adresser à la CPTS d'à côté, voire plus loin. Oui, ce qui risque de se passer de plus en plus, vu qu'on a des manques de ressources. Effectivement, il faut aller au plus près, mais après, ça peut être intéressant de mutualiser ça, oui. Et donc, je pose la question à la sécurité sociale, est-ce qu'il est prévu dans un délai pas trop long, de prévoir cette téléexpertise pour les soignants non médecins vers un médecin, avec une cotation? C'est le cas actuellement. Alors, actuellement, ils ne peuvent pas coter, mais un soignant non médecin peut demander un avis en téléexpertise à un médecin. Ça, j'ai bien une compris, infirmière mais peut pour très bien l'instant, envoyer. pour l'instant, ils ne peuvent pas coter, en fait. Non, ils ne sont pas rémunérés pour la vie. Oui, c'est ça. Pour Ils la ont le demande d'avis, droit, ils sont pas mais ils ne rémunérés. sont pas cotés. OK. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions sur la téléexpertise? A priori, non. Y a-t-il d'autres questions sur... Marc, ton micro est coupé? Demandez s'il y avait d'autres questions sur la téléexpertise. Excusez-moi. A priori, non. Et est-ce qu'il y a d'autres questions sur les exposés de Laurent? Eh bien, puisque personne ne pose de questions, je propose que nous arrêtions là en remerciant les deux orateurs que sont Laurent et Fabien, et en remerciant Madame Lemarec pour son introduction également.